Bien Télévision. Chaque semaine, nous faisons le tour des questions qui agitent le débat public, qui agitent le débat politique. Tous sont d'accord qu'il n'y a pas d'élection en 2017. La transition est incontournable. Alors, question à 1000 francs. Avec ou sans Joseph Kabila, question à 10 000 francs. Comment est-ce que ça va se passer? Et toutes les projections ne donnent pas les élections avant fin 2019. Et on va aussi parler de ces grands projets à l'arrêt, Katende, Kakobola, Sipor, la cimenterie de la province orientale. Est-ce que c'était de la poudre aux yeux ou pas? On a également Bukangaluzo. Est-ce un autre éléphant blanc? Et d'autres considèrent que c'était comme une sorte de propriété privée de Matata Pognon. Corruption, enrichissement illicite, les rapports Luzo s'accumulent. Pourquoi le PGR n'engage jamais de poursuite? Et on va terminer par des questions posées par les internautes sur Facebook, sur mon profil, Mamina Massingo. Et aujourd'hui, je suis avec Jean-Bertrand Iwanga. Il est le président du FCR, le Front Citoyen pour la République, un parti d'opposition, secrétaire exécutif de l'AR, l'Alternance pour la République, une plateforme membre du Rassemblement limité, député national élu en 2006, réélu en 2011, ancien gouverneur de l'Équateur, ancien secrétaire général de l'UNC de Vital Kamerhe, et il a ajouté sur son profil Twitter prisonnier politique. De M. Kabila. Ah ouais. Personnel. Il m'a jeté en prison. Et ça, je le souligne bien, je n'ai pas peur de l'affirmer. Il semble que, suivant certains rapports, j'aurais offensé le chef de l'État. Ils n'ont jamais apporté cette preuve. Mais il a intimé l'ordre à sa justice de me jeter dans la prison. Et croyant que ça a été une punition, mais au contraire, cette prison m'a ouvert les portes. Et c'est là où je le remercie. Parce que la prison ne voyait pas toujours la fin du monde. La prison forme le caractère. Et je suis fier d'avoir passé quelques mois, 12 mois durant, là-bas, et avoir côtoyé des sommités qui sont là. Et ça fait ma fierté aujourd'hui. D'accord. J'ai juste relevé que vous avez ajouté sur votre profil Twitter, prisonnier politique. André Atondo Longo est avec nous, il est porte-parole de la majorité présidentielle, président de la Convention pour la démocratie et la République, CDR. Ancien flic en chef à l'époque du Zaïre, ancien patron de la GKAMIN, président du conseil d'administration de la SNEL, ça c'est juste un détail. Pourquoi Pourquoi un détail? On peut ne pas le dire. Pour être complet. Pour être complet, il faut dire tout ce que vous savez. D'accord, je vous le concède. Et quand lui, il ajoute prisonnier politique sur son profil Twitter. Il n'est pas le seul à avoir ce privilège. Moi aussi, j'ai été prisonnier politique. Donc, ce sont des choses qui arrivent. D'accord. Et surtout que lorsqu'on est un prisonnier personnel, ça donne une autre connotation. Ah, prisonnier personnel. Mais oui, parce qu'on ne m'a jamais convaincu. Voilà, ils ont décidé d'envoyer en prison. Donc lui, c'est parce qu'il était dans un régime qui s'est terminé, qui s'écoulait, et puis on l'a ramassé. Je crois qu'il n'avait pas vraiment de problème politique. Il a été retenu et puis après relâché. Ça au moins je le sais. Ben, vous ne savez pas dans quelles conditions j'ai été arrêté. Bon, je fais grâce. Oui, mais c'était vers la fin de règne. Non. Et ça risque de revenir. On va pas, Voilà. on va pas refaire l'émission sur ça. Je vais peut-être rappeler que vous avez été le premier invité de débriefing à ses débuts il y a 4 ans. Très bien. Le numéro 00, c'était vous. C'était un plaisir. Et puis, André Alain Atondo est passé plusieurs fois dans un débriefing, à ne pas oublier. Première question, Moussa Faki à Kinshasa a pris une mission de la SADC. Est-ce un soutien ou un avertissement? Non, je pense que lorsque une personnalité africaine passe par un pays africain quelconque, c'est d'abord pour s'informer. Pour s'informer et se pénétrer des réalités de ce pays. S'informer auprès des acteurs politiques et s'informer auprès du chef de l'État afin qu'il puisse avoir une opinion personnelle sur la vie de ce pays-là. Et il pourrait alors donner des conseils, parce qu'il faut toujours respecter la souveraineté des États, quelles que soient les circonstances.
Bertrand Iwanga, c'est un soutien ou un avertissement? Non, il est venu rencontrer, il a été invité par la majorité et leur chef. Nous disons qu'il est venu en tourisme et nous lui avons dit les mots justes. D'abord, nous ne croyons pas à la volonté de l'Union africaine de pouvoir soutenir le Congo. C'est un syndicat de dictateurs et ils ne peuvent que soutenir le président Kabila parce qu'ils sont dans le syndicat. Il est venu, on lui a dit que nous n'avons pas de conseil à recevoir de l'Union africaine ou des organisations sous-régionales qui, tous les temps, continuent à féliciter le régime de M. Kabila pour tout ce qui se passe. Nous avons eu Kodjo, surtout de l'Union africaine, et ce n'est pas lui qui va changer la donne. Donc notre communiqué a été très clair. Vous êtes venus. Le problème pour notre pays s'appelle M. Joseph Kabila. Il n'y a que ça. Il a refusé d'organiser les élections. Et aujourd'hui, vous allez nous donner quel conseil? Le peuple congolais doit prendre ses responsabilités pour se libérer et ne pas compter de toutes ces organisations. Et nous nous posons maintenant la question de savoir, est-ce que quand nous aurons le pouvoir, parce qu'il arrive, est-ce que le Congo doit rester au sein de l'Union africaine? Parce que le Maroc était sorti de l'Union africaine et a tenu bon. Donc, toutes ces organisations continentales... Le Maroc est revenu. Est revenu, mais avec toute la dignité. Mais il faut qu'il y ait cette expérience pour le Congo. Nous ne croyons pas à tout ce monde-là. Et ils n'ont pas de leçons à nous donner. Il est venu, par politesse, nous sommes venus le rencontrer, et puis on lui a dit toute la vérité sur notre position, qui est connue de tous. Est-ce que vous les comprenez quand il reproche à l'Union africaine d'avoir des partis pris? Ben, en réalité, il reproche à l'Union africaine de faire son rôle, de jouer son rôle, d'être au milieu du village. L'Union africaine n'est pas là pour soutenir des propos propagandistes de l'opposition. Il est là pour se pénétrer des réalités. Et quand on voit la personnalité de ces responsables, je crois qu'ils méritent un meilleur traitement que quelquefois des directeurs obscurs des Nations Unies ou de l'Union africaine auprès de qui on se rend avec pompe. Alors, tous sont d'accord qu'il n'y a pas d'élection cette année. Alors, la transition est incontournable avec ou sans Joseph Kabila. Comment ça va se passer? Bon, je voulais dire que pour l'Union africaine, il y a un petit bémol. C'est que vous avez vu CEDEAO. Le président de CEDEAO a fait pression s'il y a jamais. Et il a pris son jet un soir. Vous voyez, 2 poids, 2 mesures. Et nous ne sommes pas loin de ces conditions-là. Bon, madame, vous me posez la question, tout le monde est d'accord qu'il n'y a pas élection. Nous, on continue à respecter l'accord. Mais malheureusement, la volonté du pouvoir de M. Kabila veut qu'il n'y ait pas des élections au 31. Mais nous disons que s'il n'y a pas élection, après le 31, M. Kabila aura déjà démissionné, aura déjà quitté le pouvoir. Vous me direz comment, mais il y aura une forte pression de notre peuple. Ça, rassurez-vous. Le peuple congolais, c'est un lion qui dort, c'est un éléphant qui dort, à un matin ou un soir, au regard des souffrances, des humiliations, des morts, sous le régime décadent. 5000 morts au Kasaï, 650 viols, 80 fausses communes. Et les gens ont le courage de pouvoir continuer à gérer le pays. Nous n'allons pas accepter ça. Comment ça va se passer, avant de repasser la parole à M. Atundu? Mais ça Une va transition sans Joseph Kabila. Oui. Comment ça va se passer d'après vous? Mais c'est que M. Kabila n'est pas là, la classe politique va se retrouver et nous allons désigner une personnalité de la société civile pour pouvoir conduire le pays. Mais demandez comment, nous allons nous mobiliser. Et nous nous mobilisons déjà. Nous sommes déjà dans l'étape de la désobéissance civile parce qu'on n'a pas convoqué les élections. Et puis après, la pression sera telle que M. Kabila prendra ses responsabilités. Comment ça va se passer? Je viens d'entendre des propos logomachiques de quelqu'un qui a quitté la logique de l'accord de la Saint-Sylvestre, contrairement à ce qu'il prétend.
car cet accord, dans sa disposition 4 Romains.4 arabe, dit que la CENI, le Conseil national de suivi de l'accord et le gouvernement de la République démocratique du Congo doivent se réunir régulièrement pour évaluer la marche du processus et pour évaluer la marche du processus et pour décider consensuellement, s'il le faut, du délai supplémentaire à accorder. Voilà les termes de l'accord. Eh bien, tout le reste, c'est une narration politico-juridique pour agrémenter ou alimenter l'émotion de leurs partisans qui est peut-être nécessaire pour qu'ils descendent à la rue. Vous sortez de l'accord quand vous réclamez le départ de Joseph Kabila après le 31 décembre. Non, mais quand il dit que le gouvernement, la CENI et les syndicats se retrouvent nulle part dans l'accord de la Saint-Sylvestre, on dit c'est pour assurer une prolongation. Nulle part. Les trois institutions devaient se retrouver justement pour voir la faisabilité. C'est-à-dire qu'on pouvait décaler des élections, par exemple, rapidement organiser l'élection présidentielle. La circonscription est connue, ça ne pose pas de problème. De tels aménagements peuvent se faire. Nulle part dans l'accord, il est dit qu'on va pouvoir assurer une prolongation. Tout s'arrête le 31. C'est pourquoi nous disons qu'au-delà du 31, M. Kabila ne peut plus continuer. Et nous le disons parce que nous respectons l'accord. Mais nous dire que les trois institutions vont se retrouver pour envisager une prolongation, l'accord ne dit pas ça. Ça, c'est une interprétation émotionnelle de ceux qui veulent s'éterniser et s'accrocher au pouvoir. Et il ne manque pas de superfuges ou des arguments pour chercher à justifier des positions. Nous sommes clairs là-dessus parce que M. Kabila aura perdu toute légitimité, lui conférée par l'accord, et même la Constitution, parce qu'il était déjà dans son dernier et second mandat. Nous ne pouvons pas tolérer ça. Ça serait une humiliation pour notre peuple. Pour une fois, le peuple congolais se mettra debout. Alors, nous disons que nous respectons l'accord, parce que l'accord court jusqu'au 31. Il est le président reconnu par l'accord. Mais au-delà du 31, il a quel titre? C'est un citoyen comme tout le monde, sauf qu'il est le gardien des armes. Mais il faut faire tout pour qu'il ne garde pas ses armes, parce que son mandat est terminé, il doit partir. Et les pressions pacifiques de la non-violence vont s'abattre sur les gens de la majorité pour que les choses se corrigent. Alors, au 31 décembre, l'accord tombe caduc, oui ou non? C'est ce qu'il a dit. Oui. D'après une interprétation laxiste et fantaisiste, l'accord tombe caduc, non. L'accord prévoit ceci. Normalement, le 31 décembre de cette année, des élections doivent se tenir. Néanmoins, en tout état de cause, les trois institutions que j'ai citées ont le devoir de se réunir pour évaluer la marche du processus. Par exemple, après les événements du Kasaï, etc., est-ce que nous allons encore respecter les délais? Si, en toute hypothèse, on arrive à la conclusion qu'il n'est pas possible, ces trois institutions doivent faire une déclaration consensuelle pour dire au peuple dans quel délai les élections doivent se tenir. Je voudrais répéter ici que toute la classe politique a réuni les signataires de l'accord de la Cité de l'Union africaine et les signataires de l'accord du 31 décembre 2016 ont convenu de deux choses. La prépondérance et le respect de la Constitution qui assure la continuité de l'État en toutes circonstances et le respect, la mise en œuvre intégrale de l'accord pour consolider le consensus autour du processus électoral. Alors, chaque parti, chaque famille a des combats internes. Il n'est pas de ma responsabilité que la branche radicalisée de l'honorable Iwanga n'ait pas raflé le poste de Premier ministre, le poste de président du Sénat. Ça, ce sont des problèmes internes.
mais dans le respect des textes, voilà ce qui doit être fait. Alors, à propos de l'enrôlement de la diaspora, on n'en parle plus. Non, madame. Monsieur Wanga. Mais non, madame, là-dessus, tout ce qu'il a dit là, c'est une interprétation. D'accord, on ne dit pas que après les trois institutions vont se concerter pour assurer la prolongation. Et il dit... il a dit pour une évaluation. Une évaluation, mais ça veut dire qu'au 31 décembre, même le gouvernement, le CENSA, et même celui qui dirige le pays, ça s'arrête. On n'a pas prévu une possibilité. Je comprendrais 6 mois avant, 7 mois avant, on peut examiner des situations pour pouvoir envisager peut-être comment se contenir dans le délai défini par l'accord. Bon, il a évoqué la Constitution. Mais la Constitution, M. Kabila n'a peut-être pas assuré la continuité. S'il y a la continuité, ça doit être assuré par le président du Sénat. Ça, c'est l'article 75. Parce que lui, il a refusé d'organiser les élections. Conformément à l'article 73, donc, on dit que le président reste en fonction jusqu'à l'installation du nouveau président lorsque vous aurez déjà organisé des élections. Maintenant, on dit jusqu'à l'installation, à l'élection du nouveau président. Ça, c'est une interprétation erronée de la majorité. Ça veut dire que le pays sera bloqué. Et c'est une volonté de la majorité au 31 décembre. Alors, à ce moment-là, nous proposons pour la paix, la sérénité dans notre pays, que les problèmes quittent. Et le problème s'appelle M. Joseph Kabila. C'est lui le problème. Si les élections étaient organisées en 2016, il n'y aurait pas Yakutumba Dalouvira, parce qu'il y aurait un nouveau président. Alors, si lui, il est toujours à la tête du pays, les problèmes vont pleuvoir dans notre pays. Et c'est pourquoi la sagesse du rassemblement et de beaucoup de Congolais pensent que lui s'arrête le 31, un point, un trait. Donc, toute interprétation, c'est devenu de justification. Mais vous veniez de poser la question sur la diaspora. La guerre du Kasaï, la question de la diaspora et tout ce qui va arriver après, ça rentrait dans la stratégie de la majorité de pouvoir s'accrocher au pouvoir, rester éternellement. Ils disent qu'il y a beaucoup d'impératifs, mais voulu, il n'y a pas de volonté politique pour qu'on aille aux élections. C'est pourquoi, fatigués de toute cette tergiversation et de tous ces détours, nous disons qu'au 31, il doit partir pour nous laisser la latitude d'organiser les élections très rapidement et doter le pays des institutions capables de répondre, de relever de nombreux défis que ces pouvoirs décadents a imposés au peuple congolais. Voilà. L'enrôlement de la diaspora, on n'en parle plus. Mais ça, c'est... Je crois que la CENI l'évoque régulièrement en signalant quand même la difficulté concrète qu'il y a à passer dans cette phase-là. Bon, ce qui est curieux plutôt, c'est que l'opposition n'en parle pas, n'est-ce pas? Bon, ceci dit, je reconnais une certaine logique dans les propos de M. Wanga. Quelle est la logique? C'est la logique de leur plan initial, de prendre le pouvoir, d'installer un régime d'exception à la faveur d'un chaos artificiellement créé. Mais Dieu merci, le peuple congolais n'est pas dupe. L'article 64 de la Constitution est là pour faire barrage à la folie démocratique de ceux qui voudraient prendre le pouvoir dans ces conditions-là. De nous tous, de tous les acteurs politiques en présence, seul le président Kabila a la légitimité démocratique de l'ensemble du peuple congolais pour continuer à rester là où il est, compte tenu de sa volonté exprimée de façon authentique dans la Constitution. Alors, il ne faut pas confondre les frustrations, les ambitions. Ce qui est dommage dans le cas d'espèce, et je le retrouve dans les propos de mon cher frère, ce sont des propos qui expriment plutôt l'aversion personnelle envers le président Kabila, une haine tenace envers le garant de la nation. Ceci n'est pas républicain. Nous sommes là, la Constitution est faite pour déterminer
pour amener le pays à fonctionner de façon harmonieuse dans des circonstances impersonnelles. Alors, on parle de sortie de crise. Y a-t-il réellement crise? Et si par l'absurde, Joseph Kabila quittait le pouvoir, est-ce que tout redeviendrait normal, les gens se donneraient des accolades, on s'embrasserait, ou est-ce qu'au contraire, ça va péter? Passez-moi l'expression. Ça veut dire qu'à l'annonce du départ de M. Kabila, il y aura une explosion de joie à travers le pays. Ça, au moins, rassurez-vous, les gens vont marcher, ça, je ne mens pas. Mais est-ce que ça sera chose facile? Mais non. Tel qu'il a laissé l'État en lambeaux, les services, les gens impayés, l'économie extravertie, le pillage de ressources, la corruption, ainsi de suite, les nouveaux dirigeants ont un grand problème pour remettre le pays sur les rails. Ça, c'est vrai. Et il faut aussi dire, je voudrais revenir, quand il parle de l'article 64. Mais non, c'est lorsque le pouvoir a été légalement établi dans les mandats, à ce moment, l'article 64 alinéa 2 s'applique. Mais quelqu'un qui n'a ni légitimité ni légalité, parce qu'il était dans son second et dernier mandat, et l'accord politique est fait qui reste encore pendant une année. Et s'il ne respecte pas, c'est l'alinéa premier qui doit être appliqué par le peuple. Et c'est ça notre force, madame. Notre force, c'est cet alinéa-là. Donc, nous disons que ça ne sera pas facile. Il n'y a plus de pont, l'économie n'est pas là, les prisonniers politiques, toutes les tueries du Kasaï et de l'Est, les fausses communes, tout ça, il faut établir l'État, la légalité, la justice. Et c'est un gros chantier pour nous. Donc ce régime va nous laisser très orphelins de beaucoup de préoccupations et nous nous préparons pour ça et nous sommes blindés pour ça, pour reprendre le pays. C'est un problème de courage politique et de la volonté de bien faire et servir son peuple. Alors, s'il faut rester dans votre logique de quelqu'un de la société civile qui prendrait les rênes du pays pendant cette transition, ils sont nombreux, vous avez des noms en tête. Oui. Qui a le profil? Le docteur Mukwege, ça a un profil extraordinaire. Le jeune syndicat, pour ne citer que cela, il a un profil extraordinaire. Nous avons parmi nos prêtres, parce que quand il parle de régime d'exception, mais ce qui s'est passé au Burkina Faso, mais on s'est convenu sur une personnalité. Afando a bien géré, oui, il a bien géré la transition et tout se passe. Aujourd'hui, l'État respire, même s'il y a encore des plaies qu'il faut cicatriser. Mais nous disons que dans la société civile, dans les églises, dans les différentes corporations de la société civile, il y a des personnalités qui peuvent gérer le pays. Et qui ont une audience tant nationale qu'au niveau international. Là, ce n'est pas la peur. Il y a beaucoup de ressources dans ce pays. Nous sommes un État de droit démocratique, je dirais. Le pouvoir vient du peuple. La volonté du peuple, c'est la Constitution. Il faut respecter la Constitution. Elle n'est pas là pour faire plaisir, elle est là pour assurer le fonctionnement harmonieux dans la société. Qu'à cela ne tienne, que je voudrais quand même rappeler que M. Ouanga a exercé de grandes responsabilités dans ce pays. Gouverneur de l'Équateur. C'était sous quelle période? Donc il ne peut pas renier son passé. Et puis, un pays qui ne regarde jamais devant ne peut pas avancer, ne peut pas se développer. S'il faut remonter jusqu'au déluge, commençons par corriger les erreurs qui ont commencé depuis les indépendances jusqu'à ce jour. On n'en finirait pas. Aujourd'hui, le peuple congolais est mûr. Il sait pourquoi l'opposition radicalisée, putschiste, négationniste tient de tels propos. C'est parce qu'ils sont incapables de prendre le pouvoir par la voie démocratique. C'est parce qu'ils ont été découverts. Leurs relations suspectes et malencontreuses avec des personnalités, des partenaires extérieurs ont été découvertes. Ils ont peur. Vous faites allusion à qui? Ils le connaissent, n'est-ce pas? Que ce soit Soros, que ce soit je ne sais qui dans l'entourage, ils sont là, ce sont leurs sponsors, n'est-ce pas? Et les relations entre Soros et Katumbi ne sont pas un secret, évidemment, même si on ne voit pas tout le monde, mais
tous ceux qui font partie de ce microcosme savent d'où ils tirent leur argent. Mais aujourd'hui, nous devons être à même de défendre notre souveraineté, notre droit d'inventer notre avenir. Vous savez, il n'y a pas qu'ici où on se trouve dans ce genre de situation. Aux États-Unis, le président Trump est contesté. Sa décision de quitter COP21 a été contestée, est contestée. Diriger le mur est contesté. Il y a des manifestations violentes avec un. Il est toujours là, parce que c'est le règne du droit. Vous allez en France, le président Macron, par voie d'ordonnance, il change de code du travail, de couverture sociale, contesté, mais il est là par la force de la loi. Vous allez en Espagne, aujourd'hui encore. Catalogne, la région pardon? La Catalogne. Oui, la Catalogne s'exprime, etc. Le roi a rappelé les exigences d'un état de droit. Et ici, le président Kabila, en tant que garant de la nation, rappelle, chaque fois qu'il en a l'occasion, les exigences d'un état de droit. Les exigences d'un état de droit, c'est quoi? C'est notamment le respect de notre signature au bas de l'accord, le respect de notre engagement à reconnaître la fondamentalité de la Constitution, le respect de la volonté du peuple à travers des élections régulières. Voilà un État de droit et un État démocratique. Un État de droit et démocratique, ne pas un État animé par un personnage qui voudrait cacher toutes les bévues qu'il avait commises quand il était gouverneur d'une certaine province. Ce sont des émotions personnelles. Le pays n'a que faire de ce genre de personnage. Si vous voulez, en tout état de cause, être candidat président de la République, prêchez par l'exemple, soumettez-vous d'abord à la loi du droit, à la loi de la justice. Et alors, quand vous serez président de la République, si tentez la volonté du peuple, vous serez une référence. Mais maintenant, n'essayez pas de biaiser avec les faits pour éviter la rigueur de la loi. Toutes les projections ne donnent pas les élections avant fin 2019, M. Wanga. Mais pas si nous commettons l'erreur de soutenir le pouvoir actuel. Mais je voudrais souligner une chose. Mais le régime de l'AFDEL, qui est le géniteur du kabylisme, c'est un produit fini de l'ingérence. N'eût été cette ingérence, la complicité de la communauté internationale, les Rwandais et l'Ouganda interposés, mais Joseph Kabila ne serait pas président dans ce pays. Donc l'ingérence, ça commence depuis 1885, à la conférence de Berlin, où les grandes puissances avaient toujours un mot à dire dans ce pays. Et mon co-débatteur de droite parle des exemples de Trump, mais ils sont en plein exercice de leur mandat. Ici, nous sommes dans un cas d'exception de quelqu'un qui a terminé les 2 mandats constitutionnels, et ce n'est pas un arrangement de la classe politique qu'il est là, et il refuse de partir, il s'accroche au pouvoir, et vous voulez dire qu'il faut imposer la loi. Ce qui soutient les institutions actuelles, c'est cet accord-là. Mais ils l'ont assassiné, ils ont assassiné l'accord. C'est pour vous dire quelque part, bon, il a même parlé de mon passage comme gouverneur de province de Bevy, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. J'ai été un des meilleurs gouverneurs. Ça, on peut vous le répéter. Descendez en Bandaka, interrogez tous les filles et fils de l'Équateur, ils vous parleront de moi, dont toi-même. Donc, nous voulons dire que dans cette situation ici, on n'a pas de leçons à donner parce que nous ne sommes pas une opposition putschiste, une opposition qui cherche du sang, sinon nous n'allions pas signer l'accord de la Saint-Sylvestre. Nous refusons aujourd'hui le dialogue. Le secrétaire général Mova dit, nous allons les consommer tous les 3 mois. Aujourd'hui, Bazoum Moukoua, nous ne sommes pas à même de nous envaler. Nous avons dit, plus question de vos histoires, de ridiculiser les gens, ceux qui sont allés au gouvernement. Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Mais ils pleurent, ils regrettent.
Pourquoi il ne démissionne pas? Non, il ne démissionne pas parce qu'il s'accroche sur le mamel, quelques miettes de dollars qui tombent, et ils achètent des maisons et autres. Mais ils n'ont plus de vision. Même mon ami et collègue Chibala, qui était très engagé pour les changements, aujourd'hui, il ne sait même pas dire quand il y aura les élections. Donc c'est pour vous dire que la stratégie du pouvoir, quand Cohen a été reçu par le président de la République, à la sortie de l'audience, Cohen dit Kabila va glisser éternellement, de plus en plus. C'est-à-dire que l'homme d'État américain a lu la volonté du chef de l'État qui n'est pas d'organiser les élections. Il veut chercher à s'éterniser au pouvoir et il veut, quand nous serons endormis, et je me demande quand est-ce que 80 millions de Congolais peuvent dormir à la fois, ils vont nous imposer un schéma d'un référendum, ils vont nous imposer un coup d'État, ils vont nous imposer constitutionnel pour nous imposer une autre ligne, parce que les soucis, un de mes amis, n'oubliez pas que nous venons de la famille de la majorité, nous a soufflé à l'oreille que le prochain candidat de la majorité présidentielle, ils n'ont même pas un candidat, c'est M. Kabila. Et tout le temps qui est pris, c'est chercher comment profiter d'une occasion pour le positionner comme candidat. Heureusement, nous sommes au garde à vous, je veux dire, et nous veillons, et tous les Congolais sont sensibilisés pour ouvrir l'œil le bon, pour empêcher une telle application d'une volonté qui ne répond pas aux aspirations de notre peuple. Donc, pas seulement 2019, ils peuvent aller avec... Mobutu a fait 7 ans de glissement, et veulent tenter l'expérience jusqu'en 2021, ou 22, 23. Mais ce qu'ils oublient, c'est qu'au fur et à mesure que les jours passent, la situation s'enlise, le pourrissement de la situation économique, ça prépare une implosion que personne ne saura gérer. Mais nous, comme opposition responsable, nous voulons qu'on respecte la Constitution et même l'accord. Et le respect, c'est qu'aussitôt que le mandat de l'accord est terminé, M. Kabila doit plier bagage et partir. Alors, M. Atundu, pour apaiser l'autre camp, il va falloir au moins leur dire qui est votre candidat président de la République. Ils n'en ont pas, madame. Ils n'en auront pas. Monsieur Atundu. Il ne va pas me contredire. Ils n'ont pas de candidat. Le candidat s'appelle Joseph Kabila. Ça, je vous dis, madame. Il va peut-être nous dire autre chose. Nous sommes en état de droit. La Constitution fait obligation à toute personne qui voudrait être candidat de la République, président de la République, de s'exprimer 90 jours avant les élections. Que ce soit un individu, que ce soit un groupe d'individus. Nous n'entrons pas dans leur stratégie de vouloir nous imposer leur tempo. Ils ont des prétendus candidats présidents de la République. Quel est leur programme d'action? Parce que le président, le peuple ne va pas manger l'euphonie d'un nom ou la beauté d'un faciès. C'est ce qu'il y a dans l'assiette. Quel est leur programme? Au moins nous avons un programme. Nous avons commencé par les 5 chantiers, révolution de la modernité, émergence économique. Nous avons de la suite dans les idées. Et nous sommes aujourd'hui plus préoccupés à avoir un bilan convenable, un bilan pertinent, plutôt que de nous attarder dans des questions qui, aujourd'hui, ne méritent pas de l'être. Aujourd'hui, la préoccupation, c'est de respecter l'accord, de respecter les termes de la Constitution et les lois de la République en ce qui concerne les élections, c'est-à-dire les candidatures, etc. Aujourd'hui, ils ont un candidat, je pense que c'est M. Katou. La CENI n'a pas encore, la CENI n'a pas encore publié les conditions. La CENI publie les conditions, on dit, eh bien, avoir un casier judiciaire de telle nature. Ce monsieur n'en a pas. Alors, à quoi se prépare-t-il? Sinon, à un régime d'exception. On peut retourner la question sur toutes les formes, eh bien, comme un chat, il retombe toujours sur les régimes d'exception. C'est dangereux. Le peuple est le seul qui doit décider de notre sort par les élections.
Alors, on a parlé des préoccupations sociales. On va y revenir avant de terminer cette émission. Il nous reste un quart d'heure. Tous les grands projets sont à l'arrêt. Katende, Kakobola, la cimenterie de la province orientale, c'était de la poudre aux yeux ou pas? Mais c'est le bilan du régime. Je suis surpris que mon frère revienne encore sur ces 5 chantiers que nous avons tous oubliés. Et la révolution de la modernité n'a été que de la fumée dans les yeux. Pour vous, rien n'est fait. Le bilan, ce sont les fosses communes du Kasaï. Monsieur Wanga, pour vous, rien n'est fait. Les 5000 morts. Il n'y a pas d'infrastructure construite, il n'y a pas de route, il n'y a pas de pont. Il y a eu quelques balbutiements d'actions pour des routes agrandies comme à Kinshasa et plein de trous aujourd'hui. Quelques initiatives comparées au régime de Mobutu, c'est combien sur 10? Et lui, il n'a pas un bilan à présenter au peuple congolais, à part les fosses communes, les 5000 morts. Sans parler des millions de l'Est et d'ailleurs. C'est un problème. Vous citez tous ces éléphants blancs, et ils ne sont même pas blancs parce que d'autres n'ont même pas commencé. Bukangalonzo, qui a suscité beaucoup d'espoir ici, ça n'a été qu'une arnaque. Les gens se sont tirés de 200 millions de dollars, ils se sont partagés. Aujourd'hui, c'est une histoire de Bitekuteku. C'est le chute des Katende. Mais il n'y a rien. Mon collègue m'a dit un de mes collègues députés m'a dit que là, si vous allez au chantier là-bas, il y a une vieille brouette avec un vieux véhicule. Il n'y a que ça comme réalisation. La cimenterie de Kisangani, nous avons appris que c'est le roi, pardon, pas le Rwanda, l'Ouganda a fait pression. Dans la cour du président ougandais, il y a quelqu'un qui a construit une cimenterie en Ouganda. Et ils ont dit que si vous construisez à Kisangani, ça va diminuer le marché. Donc c'est le ciment de Ouganda qui doit être vendu dans la province orientale. Et comme nous sommes souverains, nous avons accepté qu'on ne construise pas cette cimenterie. Donc le bilan est largement négatif et macabre. Donc il n'y a rien à ajouter. Et les dernières réalisations que nous avons eues du régime, ce sont les 80 fosses communes, les 5000 morts, je l'ai dit, et autres. Et ça continue. Et c'est une tristesse pour nous. Et nous nous souviendrons avec beaucoup de douleur le temps passé avec ce régime. D'accord. Voilà, madame. Monsieur Atondo, Katende, Kakobola, cimenterie de la province orientale. Ce ne sont pas des projets abandonnés. Ce sont des projets en élaboration. Peut-être laborieuse, mais ce n'est pas abandonné. On évoque des difficultés à faire accéder les matériaux au chantier. Non, je ne sais pas. Il y a certainement toute une série de difficultés conjoncturelles. Je n'ai pas les détails précis. Mais d'après mon cher co-débatteur, il n'y a aucun bilan ici, n'est-ce pas? Ni la liberté d'expression qui lui permet de s'exprimer de façon aussi ostentatoire, sans être inquiété, ni les routes qui l'ont amené jusqu'ici. Ce que je comprends dans sa position, c'est qu'il n'a pas l'occasion de circuler dans la République. Ils ne veulent pas. Ils croient que la politique du pays, c'est Kinshasa. Non. Allez donc du côté du Kasaï, le pont Luang. Ça existe. Allez donc du côté de Sankuru. Les stations photovoltaïques pour alimenter la cité en électricité, ça existe. Il y a toute une série de projets. Et Bukangalonzo, un autre éléphant blanc. Non. Non. Non, je ne veux pas individualiser les problèmes ici. Chaque projet doit être soutenu pour qu'il puisse remplir sa fonction. Je vous donnerai seulement le cas de Célé. Tantôt il va, tantôt il ferme, tantôt il va. Qu'est-ce qui remet Célé en marche? C'est la volonté politique. Et Bukangalonzo, il en sera ainsi. La cimenterie, il en sera ainsi. Donc ce n'est qu'un moment, un temps dubitatif, mort, je ne sais pas, mais le peuple congolais, les autorités de la République n'ont pas renoncé à améliorer la situation de notre population. Lui qui ne comprend, lui et les siens qui prétendent ne pas comprendre ce que la révolution de la modernité, je dis que la révolution, je vais lui donner les paramètres pour qu'il comprenne ce que c'est sur la réalité des faits. La première des choses, c'est de diminuer la pénibilité.
les difficultés qu'on a à accomplir certains actes. Lorsqu'on améliore, on élimine ces difficultés, ça fait partie de la révolution de la modernité. Deuxièmement, l'accès au confort. Lorsqu'on améliore la facilité, ça fait partie. Lorsqu'on améliore l'environnement, ça fait partie de la révolution moderne. Alors, eux, ils ferment leurs yeux pour ne pas voir. Heureusement que le peuple, répandu sur l'ensemble du territoire, sait où se situent les sites de progrès, quels efforts le gouvernement fait, quel engagement personnel le président Kabila a fait. Il n'a jamais renoncé. Il n'a même pas le temps de répondre à leurs accusations injustes et calomnieuses. Il parcourt le pays. Il est à la recherche et à la construction de la cohésion nationale, si nécessaire, pour avoir des élections apaisées. Il est à la recherche de l'amélioration de la situation de notre pays, qui est l'objectif final de tout gouvernement. Il essaie d'inculquer le sens de l'abnégation, le patriotisme dans notre pays, ce qui est nécessaire pour défendre notre souveraineté. J'ai entendu quelqu'un ici proclamer le règne de l'ingérence. Eh bien, il n'en sera pas question. Le président l'a rappelé de façon polie et ferme à la tribune des Nations Unies. Et je pense que le peuple congolais saura toujours défendre la souveraineté de son pays, particulièrement en pensant aux propos du Premier ministre Lumumba. Nous devons écrire l'histoire de notre pays chez nous. Pour cela, nous devons défendre la souveraineté de notre pays et de notre peuple. Corruption, enrichissement illicite, les rapports Lozolo s'accumulent. Pourquoi est-ce que le PGR n'engage jamais de poursuite? Il faut aussi évoquer le rapport sur le FPI où sont incriminés certains de vos collègues de l'opposition. Madame, vous venez de suivre les incantations de mon frère lorsqu'il veut justifier le travail qui s'est fait. Mais mon frère sait que le peuple congolais n'est plus dupe. Il comprend. Il n'y a pas de révolution de modernité à travers le pays. Le problème avec le Zolo, il faut féliciter ce patriote. Ce compatriote, il fait quand même un effort, mais il est bloqué. Par quoi? Vous voyez que pour ramasser un politicien, il vous a dit la liberté d'expression, on ne vous inquiète pas. Pour ça, le procureur général de la République, mais il vous ramasse dans les secondes qui arrivent. Alors qu'il y a de détourneurs, de fossoyeurs de l'économie, identifiés et connus, et on ne les poursuit pas. Et celui-là se trouve être le conseiller du chef de l'État. Madame, c'est plus simple. Ça veut dire qu'il y a des complicités. Il y a des complicités qui sont là, et moi j'ai peur pour la vie de Luzolo. Parce que ces gens, ils sont tellement puissants qu'il n'y a pas de volonté politique pour les punir, et ils finiront un jour, vous ne serez pas surpris, on a mis en difficulté ou dans des conditions inhumaines notre compatriote Luzolo, parce qu'il est en train de réveiller. Mais ce qui est très positif dans les rapports de Luzolo, c'est que nous faisons la documentation. Mais l'année prochaine, nous allons reprendre tous ces dossiers et on mettra la main sur tous ces fossoyeurs de l'économie. Même vos copains de l'opposition? Tout le monde, sans exception. Sans exception. Alors, la vraie justice va arriver à ce moment-là. Et nous disons que nous sommes pour la souveraineté de notre pays également. Et des choses qui déshonorent la République, comme tous ces corrupteurs qui pillent le gouvernement, l'État, les richesses de notre pays, le pouvoir actuel est incapable à montrer ça manque de volonté politique de poursuivre. Et pourquoi? Parce qu'il y a des complicités internes. Et le moment venu, ils seront tous entendus parce que l'État continuera à exercer ses prérogatives. Monsieur Atondo, pourquoi jamais de poursuite après les rapports Lozolo? Non. Le rapport de Lozolo participe des investigations préjudiciaires. Et vous le savez, le rythme des investigations n'est pas le rythme des ambitions politiques.
peut prétendre que vous avez volé. Encore faut-il qu'on vous donne toutes les preuves et que les conditions légales soient réunies. Et donc c'est dans le processus. Lorsque Luzolo aura mené des investigations et abouti à une conclusion, eh bien le procureur général n'est pas obligé d'avaler cela comme une lettre à la poste. Il doit opérer son travail de refaire pour aboutir à des conclusions qui lui permettent de porter l'affaire devant la justice. Je voudrais quand même rappeler, puisque apparemment mon frère s'emploie à nous distraire, mais il y a quelque temps, il s'est gosillé et a proclamé que la République était la capitale du viol, il n'y avait pas de poursuite, etc. Il parle de Zolobambi. Mais c'est la volonté de qui? Qui a créé le poste de conseiller spécial chargé de corruption? Qui a créé le poste de conseiller spécial chargé de viol, etc. Donc, je voudrais dire à mon frère, s'il veut être crédible, il doit être moins excessif. Parce que le peuple congolais sait que ce qu'il dit est loin de la vérité et de la réalité. Ça fait plus de 45 minutes qu'on échange. On va se quitter ici. Sinon, cette émission sera coupée à l'antenne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. André Alain Atondou, il est porte-parole de la majorité présidentielle. Son parti, c'est la Convention pour la démocratie et la République, CDR. Jean-Bertrand Iwanga était également avec nous, député national. Son parti, c'est le Front citoyen pour la République, FCR. Il est également à je vais y arriver. Et secrétaire exécutif de l'Alternance pour la République, une plateforme du RASOP limité. Merci à vous de nous avoir suivis de partout dans le monde. En rediffusion demain sur Canal+, à 7h15. Vendredi également à 7h15. Tout à l'heure sur le B1 local à 21h15. À la semaine prochaine, mais on va pas se quitter sans mon selfie. C'est le moment que je préfère de l'émission, hein, en dehors des tensions. Donc, on est sur quelle caméra? C'est pas, on met la dame. Ça bon là? Ça va. Hein? Ça va, Michel? C'est bon? Merci beaucoup.